Vous attachez votre ceinture, l'avion entame sa descente, et à un moment, vous comprenez que les montagnes sont trop proches, que la piste est trop courte et qu'il n'est plus question de remettre les gaz. 10 aéroports sur la planète où chaque atterrissage est un combat contre la physique, où les pilotes volent avec des autorisations spéciales, où les horaires dépendent de la marée, et où une erreur de quelques mètres seulement signifie une catastrophe certaine. Et à la 10e place de notre classement, l'aéroport international de Gibraltar. Et si vous expliquiez à quelqu'un pourquoi cet aéroport est dangereux, il aurait probablement du mal à vous croire au début. Ce n'est pas le relief, ce n'est pas l'altitude, ce n'est pas un système météo extrême qui débarque de la mer. C'est une route. Winston Churchill Avenue, l'une des artères principales de Gibraltar, traverse directement la piste en service. Pas à côté, pas près, en plein milieu. Quand un avion doit atterrir ou décoller, les feux de circulation, aux deux extrémités de la route, passent au rouge. Des barrières métalliques s'abaissent sur l'asphalte. Et chaque voiture, chaque bus, chaque piéton s'arrête et attend. L'avion franchit l'intersection. Le souffle des réacteurs balaie les capots et les pare-brises des véhicules immobilisés. Puis, les barrières se relèvent. Les feux repassent au vert. Et quelqu'un qui venait d'être bloqué par un avion de ligne reprend sa route. Ce n'est pas une anomalie historique. Ce n'est pas un ancien aménagement que personne n'a pris la peine de corriger. C'est un aéroport actif, en fonctionnement, desservi commercialement. Et ce passage se produit à chaque vol. Aujourd'hui, cette semaine, en ce moment même, quelque part à Gibraltar, un pilote est en approche et un dispositif de barrière routière fait son travail. Gibraltar est un territoire britannique à l'extrême pointe de l'Espagne, coincé entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Il couvre à peine 7 km², plus petit que beaucoup de parcs urbains. Dominant toute la péninsule, le rocher de Gibraltar, un massif calcaire qui s'élève à plus de 400 mètres, fait de toute surface plane et exploitable une quasi-abstraction. Quand l'aéroport a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale, sur une étroite bande de littoral gagnée sur la mer, la route était déjà là. Il n'y avait nulle part ailleurs où installer la piste. La route est restée. Personne ne l'a déplacée depuis plus de 80 ans. Mais la route est presque la partie la plus douce de ce que Gibraltar impose à l'aviation. Le détroit entre l'Europe et l'Afrique forme un entonnoir naturel. Un passage étroit entre deux continents où le vent s'accélère et se concentre comme l'eau dans un tuyau qui se resserre. Le Lévanté, un puissant vent d'est propre à cette géographie, arrive sans prévenir et avec une force redoutable. Il provoque des vents traversiers directement sur la piste. La piste est orientée à peu près est-ouest. Le Lévanté la frappe à angle droit parfait. Un avion qui suivait une approche droite et stable se retrouve soudain à dériver latéralement. Et le pilote doit lutter pour le remettre dans l'axe avec des actions sur les commandes qui paraissent plus brutales que ce qu'un atterrissage normal devrait exiger. La piste mesure un peu moins de 1800 mètres. À une extrémité, la mer Méditerranée. À l'autre, la route avec les feux tricolores. Le rocher de Gibraltar se dresse immédiatement à droite de la trajectoire d'approche, assez près pour que les équipages qui arrivent pour la première fois vérifient instinctivement le dégagement au niveau du saumon d'aile
par rapport à la paroi calcaire. Ils auraient raison de le faire. Le rocher est vraiment si proche. Aucun autre aéroport commercial au monde ne partage sa piste avec une rue publique. Environ 10 000 vols passent par Gibraltar chaque année. Chacun d'eux nécessite la fermeture de la route. Chacun repose sur le fait que les feux ont fonctionné, que la barrière s'est abaissée à temps, que chaque conducteur a vu le signal et s'est arrêté. Le système fonctionne. Il fonctionne depuis des décennies. Mais ce n'est pas le genre de solution qu'un concepteur d'aéroport choisirait de lui-même. Quelque part, en ce moment même, à Gibraltar, une voiture est arrêtée à un feu rouge. Un avion est en finale. La barrière est abaissée. Le conducteur regarde son téléphone. Et le pilote n'en sait rien, parce que c'est à quelqu'un d'autre de s'assurer que tout marche. Jusqu'ici, tout marche, tous les jours, parce que l'alternative, personne n'a envie d'y penser. Numéro 9 de notre liste, l'aéroport de Sion, en Suisse. Et ce qui le rend dangereux ne se voit pas. Pas depuis le sol, pas sur l'écran météo du terminal, pas sur les instruments que consultent les équipes au sol entre deux vols. Cela vit dans l'air, au-dessus de la vallée, invisible et en mouvement constant. Et cela attend. Sous tous les angles à l'approche, Sion paraît parfaitement ordonné. La piste mesure près de 2000 mètres. Les installations sont bien entretenues. Les Alpes suisses encadrent le décor des deux côtés, mais cela pourrait décrire la moitié des aéroports du pays. Ce qui rend Sion différent, c'est ce que les montagnes font à l'air qui circule entre elles. Plus précisément, ce qui se passe quand le föhn arrive. Le föhn est un vent katabatique qui dévale des sommets alpins vers le fond de la vallée avec une force soudaine, puissante et profondément imprévisible. Il ne se construit pas progressivement. Il n'annonce pas poliment son arrivée sur les instruments météo. Il plonge dans la vallée et accélère. Et l'une des choses qu'il provoque en descendant, c'est du cisaillement du vent, des changements brusques et violents de vitesse et de direction sur des distances très courtes. Des distances si courtes qu'un avion peut les traverser en moins de 2 secondes. Le cisaillement du vent, c'est ce que les pilotes expérimentés décrivent à voix basse. Pas de la turbulence. La turbulence fait trembler les vitres, renverse les boissons, oblige les passagers à agripper les accoudoirs. Le cisaillement du vent, c'est autre chose. Il retire la portance sous l'avion et ne la remplace par rien. Un avion en finale, parfaitement stabilisé, sur la bonne pente et à la bonne vitesse, traverse une couche invisible de cisaillement. Et soudain, l'altimètre s'emballe trop vite. La piste, qui était juste là, se retrouve trop haute. L'avion est sous le plan de descente. Le sol remonte. Dans une vallée de montagne, bordée de crêtes des deux côtés, il n'existe aucune altitude confortable pour découvrir ça. La vallée autour de Sion produit aussi des rotors de montagne, des cylindres d'air en rotation violente qui se forment derrière les crêtes lorsque le vent les franchit selon certaines combinaisons de vitesse et d'angle. Ces rotors n'apparaissent pas dans les bulletins météo classiques. Un avion qui descend parfaitement vers Sion peut entrer dans une zone de rotor sans le moindre avertissement. Et soudain, les commandes semblent fausses. L'appareil prend de l'inclinaison et les corrections nécessaires n'ont plus rien à voir avec ce que cette phase de l'approche est censée exiger. Pour atterrir régulièrement à Sion, les pilotes doivent posséder une qualification de vol en montagne, une certification spécialisée qui va au-delà de la simple qualification aux instruments.
Elle couvre la lecture de la météo en terrain accidenté, l'anticipation du comportement de l'atmosphère que les instruments ne peuvent pas entièrement saisir, et la capacité à décider d'une remise de gaz assez vite pour que la vallée ne se referme pas sur l'avion avant que la décision soit prise. Il n'y a jamais eu d'accident catastrophique à l'aéroport de Sion. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de quelque chose de plus intéressant. C'est la preuve que les pilotes qui volent dans cette vallée ont développé un jugement précis, presque instinctif, sur le moment où il faut insister et celui où il faut renoncer. Retirer ce jugement, remplacer ces pilotes expérimentés par des personnes moins familières avec ces montagnes, et l'issue change immédiatement. Le bilan de sécurité impeccable de Sion est le portrait de ceux qui y volent, pas de l'environnement qu'ils traversent. L'environnement n'est pas devenu moins dangereux. Les gens sont simplement devenus très bons pour le lire. Par une journée calme, avec les Alpes baignées d'une lumière matinale limpide et le Föhn endormi, Sion est le genre d'approche qui vous rappelle pourquoi on devient pilote. Les montagnes sont immenses et blanches. La vallée est parfaitement encadrée. Et la descente est douce. Mais le Föhn n'affiche pas son horaire à l'avance. Et la couche de cisaillement n'apparaît pas sur le tableau des départs des passagers. Quand les pilotes alpins expérimentés parlent de Sion entre eux, ils en parlent à voix basse. Pas par gêne, par ce respect particulier qu'on développe pour un endroit qui vous a montré, à travers vos propres mains sur les commandes, exactement de quoi il est capable. 8e place, l'aéroport de Barra, en Écosse. Et aucun autre aéroport au monde ne fonctionne selon le même horaire. Pas un horaire de compagnie aérienne, un horaire de marée. La piste de l'aéroport de Barra, c'est une plage. Une plage de sable et d'algues, en activité, soumise aux marées, sur la partie nord de l'île écossaise de Barra. Pas d'asphalte, pas de béton, pas de marquage permanent qui survivent à la marée haute, parce que la marée haute ne négocie pas avec les marquages au sol. Quand l'Atlantique Nord remonte, il recouvre la piste. Quand il se retire, une petite équipe de travailleurs parcourt le sable, vérifie qu'il n'y a pas de débris, coquillages, pierres, varechs, bois flottés, et parfois, quelque chose de plus gros que la mer a déposé pendant la nuit. Et une fois la surface dégagée, les opérations reprennent. La conséquence pratique de tout ça, c'est que l'horaire des vols de Barra est publié en même temps que les tables de marée. Votre heure de départ n'est pas dictée par ce qui arrange la compagnie aérienne. Elle dépend du moment où la Lune a éloigné l'océan suffisamment loin. Si vous ratez votre créneau, vous ne prenez pas le vol suivant 1 heure plus tard. Vous attendez la marée. Et la marée, elle, ne se presse pas. Il y a 3 bandes de sable balisées à Traig Mor, la plage qui sert de surface de piste à l'aéroport. Les pilotes choisissent celle qui s'aligne le mieux avec la direction du vent ce jour-là. Les repères sont des piquets peints dans le sable, pas intégrés à une infrastructure permanente, pas éclairés par des systèmes lumineux. Quand il pleut, le sable devient humide. Quand la marée se retire et laisse la plage détrempée, la surface réagit différemment que lors d'un après-midi d'été sec. Les roues s'enfoncent un peu autrement. Le freinage change légèrement. Sur une courte plage, sur une île atlantique exposée aux éléments, légèrement différent est une variable qui compte. L'île de Barra se trouve dans les Hébrides extérieures, un chapelet d'îles au large de la côte nord-ouest de l'Écosse qui encaisse de plein fouet la météo de l'Atlantique Nord, sans rien entre elle et l'Amérique du Nord
pour casser le flux d'air. Ici, on vole dans l'Atlantique. Ce genre de vol où les dépressions se forment en pleine mer et arrivent déjà mûres, avec leur lot de nuages bas, de rafales de travers, d'embruns salés et une visibilité capable de passer d'acceptable à impossible en moins d'une heure. Une approche de Barra en décembre. Descendre à travers un nuage gris atlantique vers une île qu'on entend dans les grésillements de la radio, mais qu'on ne voit pas encore. Percer la couche et se retrouver dans une pluie horizontale mêlée d'embruns. Repérer les balises de la plage en dessous et devant soi. Puis, se poser sur une surface qui sera sous l'eau dans quelques heures. Le pilote, qui a déjà fait ça 100 fois, regarde encore la couleur du sable au moment de franchir le seuil. Le sable mouillé est plus sombre. Le sable plus sombre est plus meuble. Et un sable plus meuble n'arrête pas un avion de la même façon. Un détail, un seul regard, à chaque fois. La distance de freinage sur une plage de sable n'est pas une constante d'ingénierie. Elle varie selon l'humidité, le tassement, l'angle de retrait de la marée, la portion précise de sable sous chaque roue. Il n'y a pas de système d'arrêt d'urgence, pas de béton rainuré pour canaliser l'eau, pas de couche de drainage profonde. La piste, c'est ce que la plage est, ce jour-là, à cet instant-là. Les habitants de Barra utilisent cette plage pour le transport aérien depuis les années 1930. Pour les insulaires, c'est simplement la façon dont le monde fonctionne. La marée se retire, l'avion arrive. Les enfants grandissent en regardant les avions se poser sur la plage. Comme les enfants du continent regardent les trains entrer en gare. Pour les visiteurs qui viennent pour la première fois, voir un avion de ligne atterrir sur ce qui est clairement, indiscutablement, une plage où l'on construit des châteaux de sable en été, l'image ne rentre pas tout à fait dans la tête. 2 fois par jour, l'Atlantique vient reprendre sa piste. Et 2 fois par jour, les habitants de Barra attendent de voir si la mer et le ciel accepteront de coopérer assez longtemps pour que le monde puisse les rejoindre. En 7e position, l'aéroport d'Agatti, en Inde. Une bande de béton posée sur un atoll corallien des îles Lakshadweep, où l'océan Indien n'est pas un décor. C'est une frontière. 1200 mètres. C'est la longueur totale de la piste d'Agatti. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie concrètement, une piste standard pour un avion commercial à fuselage étroit mesure entre 2000 et 3000 mètres. Agatti accueille des ATR, des turbopropulseurs, qui ont besoin de distances d'atterrissage plus courtes. Ce sont les avions adaptés à cette piste. Mais même l'avion adapté, sur la bonne piste, exige une précision absolue. Et sur une piste de 1200 mètres, bordée aux 2 extrémités par le récif corallien et l'océan ouvert, la précision n'est pas un objectif. C'est le minimum. Poser un avion n'est pas un seul geste. C'est une suite de centaines de micro-corrections sur la puissance, l'assiette, l'alignement, le taux de descente, la vitesse, qui amènent l'appareil au seuil de piste à la bonne vitesse, au bon angle, dans l'axe, avec assez de pistes restantes pour s'arrêter avant la fin. Dans la plupart des aéroports, si quelque chose déraille dans cette séquence, le pilote remet les gaz. Pleine puissance, remise de gaz, tour de piste, nouvelle tentative. À Agatti, une remise de gaz reste possible. Mais l'extrémité de la piste arrive très vite. Et juste après, immédiatement, il y a le récif et il y a l'eau. Pas progressivement.
Pas avec une zone de sécurité en gravier ou un blast pad. Le récif, puis l'océan. Ajoutez maintenant le problème visuel propre aux aéroports d'atoll. En arrivant par-dessus la mer d'Arabie vers Agaty, l'œil n'a presque rien pour estimer les distances. L'eau est turquoise, transparente, d'une beauté saisissante, et elle ne fournit presque aucune information utile sur la profondeur. Le récif apparaît, puis la plage, puis le seuil de piste, et la transition entre la perception du large et l'approche au ras du sol se joue en quelques secondes à peine. Il existe une illusion d'optique bien précise que les pilotes apprennent à anticiper ici. L'horizon plat et sans repère de la mer donne l'impression que la piste est plus proche qu'elle ne l'est vraiment, ce qui tire l'avion vers une approche trop haute et trop rapide. La correction, une descente plus marquée, une réduction de vitesse plus franche, une urgence dans les dernières secondes, doit être faite vite et avec précision. Sur une piste où chaque mètre a déjà été compté, il n'y a aucune place pour arriver au seuil avec trop de vitesse. Pendant la mousson d'été, qui s'étend de juin à septembre et domine tout le nord-est de l'océan Indien, les conditions à Agaty deviennent sévères. Des vents forts et soutenus traversent la piste sous des angles qui imposent des corrections constantes pendant l'approche. La pluie réduit l'adhérence sur une surface déjà courte. La visibilité chute. L'eau turquoise disparaît derrière une masse grise et trouble, et l'approche, déjà exigeante, devient quelque chose qui demande une concentration totale. L'île elle-même ne s'élève presque pas au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a aucun relief pour aider l'œil à se repérer. Juste l'eau, puis le récif, puis la piste, puis le récif à nouveau, puis l'eau. Il n'y a pas d'aéroport de déroutement à proximité. L'alternative la plus proche se trouve à plus de 300 km sur le continent indien. Un équipage qui ne peut pas terminer l'approche à Agaty n'a pas de solution de secours confortable. Il doit soit recommencer, en brûlant un carburant qui n'est peut-être pas disponible en abondance, soit entamer une longue diversion au-dessus de l'eau, avec des passagers venus pour des vacances sur une île et qui, désormais, restent assis en silence à regarder l'équipage travailler à la radio. L'île d'Agaty fait partie de l'archipel des Lakshadweep, un ensemble d'îles coralliennes basses situées à 300 km à l'ouest du continent indien. L'aéroport occupe presque toute la largeur exploitable de l'île. Il n'y a presque plus de terre au-delà des extrémités de la piste. Les zones de sécurité, si l'on peut les appeler ainsi, ce sont la plage et, derrière la plage, le récif. Rejoindre Agaty sans l'aéroport, c'est un trajet en mer de plus de 15 heures depuis le continent. Pour les urgences médicales, pour les approvisionnements essentiels, pour le fonctionnement quotidien de la vie insulaire, la piste est le lien qui maintient cette communauté connectée au reste du monde. Cette dépendance ne change rien à la physique. Elle explique seulement pourquoi, année après année, les avions continuent de tenter cette approche, parce que pour les habitants d'ici, l'alternative n'en est pas vraiment une. 1200 mètres. Du récif aux deux extrémités, l'océan au-delà. Et sur l'île, des gens qui attendent l'atterrissage de l'avion. 6e place. L'aéroport de Madère, au Portugal, officiellement baptisé Aéroport international Cristiano Ronaldo, et celui-là paraît anormal dès qu'on le voit. Parce qu'une partie de la piste n'est pas au-dessus de la terre ferme. La piste de Funchal s'avance au-dessus de l'océan Atlantique sur une plateforme soutenue par 180 énormes colonnes de béton. La moitié de la piste
repose sur un sol volcanique solide. L'autre moitié surplombe l'eau libre, avec l'océan Atlantique à environ 60 mètres sous la surface d'asphalte. Sous la section suspendue, un parking public à plusieurs niveaux et une passerelle. Au-dessus, des avions de plus de 70 tonnes qui se posent à près de 250 km/h. Ce n'est pas un accident de conception. C'était la solution. Madère est une île volcanique qui surgit presque à la verticale de l'océan, avec des montagnes qui montent jusqu'à près de 2000 mètres à seulement quelques kilomètres de la côte. L'aéroport d'origine était installé sur une étroite terrasse côtière, avec une piste à peine assez longue pour les avions d'une autre époque. L'approche était dominée par les vents de travers, la piste était courte, et le bilan des accidents au fil des décennies reflétait clairement ces réalités. Des avions sortaient de piste. D'autres arrivaient trop courts à l'atterrissage. La réputation s'est installée et elle était méritée. L'extension a été achevée au début des années 2000. Les ingénieurs ont construit la plateforme en béton au-dessus de la mer, allongé la piste de près d'1 kilomètre et créé la structure qui définit aujourd'hui la silhouette de Funchal vue depuis l'eau. La piste plus longue a nettement amélioré la sécurité, mais le béton n'a pas adouci les conditions de vol. Madère fabrique sa propre météo. Le relief volcanique force les vents dominants à remonter, créant des turbulences et des flux d'air perturbés qui retombent sur la piste selon des angles qui ne correspondent pas à ce que laisserait penser la météo alentour. Les vents de travers à Funchal sont persistants et surtout imprévisibles. Ils changent au gré des montagnes, arrivant sur la piste en rafales et en variations qui exigent des corrections constantes à l'approche. L'avion est poussé latéralement tout en descendant vers une surface qui, à une extrémité, se termine directement au-dessus de la mer. À l'horizon, d'un côté, c'est l'Atlantique. Aucun sol n'est visible au-delà du bord de piste. Juste l'océan. C'est une approche que les équipages préparent dans le moindre détail. C'est l'aéroport qui apparaît par son nom dans les entraînements sur simulateur pour les lignes européennes. La combinaison des turbulences de montagne venues d'en haut et du vent de travers atlantique venu de côté ne coopèrent pas toujours. Et les jours où les deux se présentent ensemble, les pilotes à l'approche de Funchal décrivent une expérience exigeante, depuis la descente initiale jusqu'au moment où les roues touchent le béton. Les colonnes de béton maintiennent la piste à niveau. La piste maintient l'avion. Et sous l'appareil, au point de contact, 60 mètres d'air atlantique séparent l'asphalte de l'eau. À Madère, il n'existe pas d'approche vraiment banale. Seulement des approches où les conditions coopèrent assez pour que la difficulté reste maîtrisable. Au numéro 5, Courchevel-Altiport, dans les Alpes françaises. Une piste qui ne se comporte pas comme une piste, construite dans un endroit qui ne se comporte pas comme un aéroport devrait le faire. Toutes les pistes que vous avez vues, dans tous les aéroports par lesquels vous êtes passé, ont une caractéristique fondamentale en commun. Elles sont plates. Ce n'est pas une préférence. C'est une exigence d'ingénierie. Les avions prennent de la vitesse sur une surface plane, décollent d'une surface plane, atterrissent sur une surface plane et freinent sur une surface plane. La physique du vol part du principe que c'est plat. La piste de Courchevel monte avec une pente de 18,5%. C'est, pour être parfaitement exact, une rampe.
La piste grimpe pendant que vous roulez dessus. À l'approche, la surface vers laquelle vous descendez est en train de monter à votre rencontre. Elle s'incline vers le haut, du seuil inférieur jusqu'à l'extrémité supérieure. Cette pente est utile pour s'arrêter après l'atterrissage. Rouler en montée fait chuter la vitesse efficacement, ce qui est heureux, car la piste ne mesure que 537 mètres. Mais lorsqu'un avion doit repartir de Courchevel, il le fait depuis le haut de la rampe, en accélérant vers le bas. Et au bout de la rampe, la piste s'arrête tout simplement. Pas sur une aire de sécurité, pas sur une zone de dégagement, et se termine au bord d'une falaise. Le sol disparaît dans une vallée située plusieurs centaines de mètres plus bas. L'avion doit être en l'air avant d'atteindre le bord. Il n'y a pas d'autre option. 537 mètres, la longueur d'un pâté de maison moyen en ville. La distance entre le sommet de la rampe et le bord de la falaise. Pour atterrir ici, un pilote doit posséder une qualification spécifique pour les altiports de montagne. Une certification qui couvre les contraintes uniques des pistes d'altitude et qui ne se transfère pas depuis une formation commerciale standard. Pas de certification, pas d'atterrissage. Sans exception. Cette règle n'a pas été écrite pour ajouter de la bureaucratie. Elle existe parce que ce que cette piste exige de la personne aux commandes est réellement différent de tout ce qu'un brevet classique peut préparer à gérer. L'approche arrive par le bas, en descendant vers une surface de piste qui, en même temps, monte vers vous. Cette combinaison, un angle d'approche descendant qui converge avec une piste inclinée vers le haut, crée une géométrie visuelle qui déjoue les attentes apprises du cerveau humain. Le système visuel d'un pilote a été entraîné pendant des milliers d'heures à lire une piste sous un angle d'approche. La forme qu'il attend, les proportions, les lignes de perspective, tout cela est calibré pour une surface plane. La piste de Courchevel présente quelque chose de totalement différent, et le cerveau l'interprète comme une erreur, même lorsque tout est parfaitement correct. Chaque première approche ici provoque un véritable moment de désorientation. La conviction, viscérale, que la géométrie ne peut pas être juste. Le pilote entraîné fait taire son instinct. Le pilote non formé, lui, n'y parvient pas. L'altitude ajoute une autre couche. Courchevel se trouve à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air à cette altitude est plus rare, moins dense. Et un air moins dense produit moins de portance. Moins de portance exige des vitesses d'approche et de décollage plus élevées. Des vitesses plus élevées sur une piste de 537 mètres, avec une falaise au bout, laissent une marge qui se compte en mètres et en secondes, sans aucune place pour un écart significatif. Le briefing avant chaque approche de Courchevel inclut une discussion explicite sur la manœuvre d'échappement si l'approche tourne mal. Parce qu'ici, remettre les gaz n'est pas une simple procédure de tour de piste pour recommencer. C'est une manœuvre précise, contrainte par le relief, qu'il faut avoir briefée, mémorisée et exécutée avec exactitude. Cet aéroport dessert l'une des stations de ski les plus exclusives au monde. Jets privés, passagers fortunés, champagne au chalet. Le contraste entre le luxe absolu et l'environnement de piste le plus brutal techniquement des Alpes est total, et sans la moindre ironie. La falaise à l'extrémité de départ de la piste de Courchevel n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération dramatique. C'est une chute réelle dans la vallée en contrebas. Et chaque avion qui quitte cet aéroport
l'a franchi avec la marge que la formation considère comme acceptable. Exactement cette marge. Pas un mètre de plus. 4e place. L'aéroport international Toncontín à Tegucigalpa, au Honduras. Cet aéroport a une approche difficile. Et il a aussi un record, inscrit dans les rapports d'accident, les conclusions d'enquête et les noms de ceux qui ne se sont pas posés en sécurité. Tegucigalpa est la capitale du Honduras, construite dans une cuvette naturelle de montagne au cœur des hauts plateaux centraux. Le relief se resserre de tous les côtés. L'aéroport se trouve au milieu de cette cuvette, avec des crêtes qui s'élèvent brutalement sur plusieurs flancs, tandis que la ville elle-même s'étale sur toute la surface plane que la vallée lui offre. Pour amener un avion à Toncontín, un pilote doit s'approcher d'une crête montagneuse, puis exécuter un virage incliné d'environ 45 degrés à basse altitude, tout en réduisant simultanément la vitesse, en sortant les volets, en abaissant le train d'atterrissage et en configurant l'appareil pour l'atterrissage. Puis, sortir du virage et stabiliser l'approche en moins de 30 secondes sur une piste longue de 1810 mètres. Le virage incliné se fait tout près du sol, assez près pour que les passagers assis côté hublot puissent lire les enseignes sur les bâtiments en contrebas. La ville de Tegucigalpa n'est pas un décor dans cette approche. La ville, c'est ce que l'on survole, à basse altitude. Train sorti, pendant une manœuvre qui exige la moindre parcelle d'attention de l'équipage. D'un côté de l'avion, des toits. De l'autre, le flanc de la montagne. Après le virage, le chronomètre démarre. Une fois l'inclinaison terminée et jusqu'au seuil de piste, l'équipage dispose de moins de 30 secondes pour s'assurer que l'avion est stabilisé. La bonne vitesse, le bon taux de descente, les ailes à plat, la puissance réglée, l'alignement sur l'axe. Le moindre écart important par rapport à ces paramètres ne laisse aucune marge de correction. Le seuil de piste arrive, que l'approche soit stabilisée ou non. En mai 2008, un Boeing 737 de TACA Airlines a dépassé la piste à Toncontín. L'appareil a quitté l'extrémité de la piste à grande vitesse, a percuté un mur, traversé une route et s'est immobilisé dans une banlieue de la ville. 5 personnes sont mortes, dont 2 au sol, hors de l'avion, dans une rue qui borde un aéroport international. Des dizaines d'autres ont été blessés. L'enquête a mis en évidence des facteurs ayant contribué à la gestion de l'approche par l'équipage. Elle a aussi décrit, sans détour, l'environnement dans lequel ces membres d'équipage opéraient. Le virage incliné à basse altitude, la courte fenêtre de stabilisation, la piste courte, le quartier résidentiel aux 2 extrémités. Avant 2008, l'aéroport avait déjà accumulé d'autres incidents. Des avions sortis de piste les années précédentes. Des approches interrompues parce que quelque chose n'allait pas dans le virage final. Des déroutements vers d'autres aéroports par des équipages qui ont regardé la météo, le vent, la géométrie et ont décidé qu'aujourd'hui n'était pas le bon jour. Ces décisions n'apparaissent pas dans les statistiques d'accidents. Ce sont elles qui expliquent pourquoi ces statistiques ne sont pas plus longues. Les gros porteurs ne sont pas autorisés à opérer à Toncontín. Certaines compagnies qui desservaient autrefois Tegucigalpa avec des avions plus grands ont discrètement modifié leur route, réduit leur fréquence ou cessé complètement leurs opérations. Aucun communiqué de presse ne l'explique. La décision opérationnelle parle d'elle-même. Ce qui rend Toncontín particulièrement frappant,
c'est qu'il dessert une capitale nationale, pas un poste isolé, pas une piste spécialisée pour voyageurs en quête de sensations fortes. La principale porte d'entrée internationale d'un pays de plus de 10 millions d'habitants, qui assure chaque jour des vols commerciaux réguliers dans un environnement qui a démontré à maintes reprises ce qui se passe quand la marge disparaît. Les montagnes autour de Tegucigalpa ne vont nulle part. La ville ne va pas dégager de l'espace pour allonger la piste. Chaque avion qui atterrit à Toncontín traverse ce virage, avec la ville en dessous et le temps qui s'écoule, et dispose de 30 secondes pour être exactement là où il doit être. 30 secondes. À chaque fois. 3e place. L'aéroport Tenzing Hillary de Lukla, au Népal, nommé d'après les 2 hommes qui ont été les premiers à atteindre le sommet de l'Everest, parce que cet aéroport est le seul moyen d'accéder au monde qui entoure les pentes inférieures de l'Everest. Et il s'agit peut-être de l'exploitation sur courte piste la plus impitoyable que l'aviation commerciale ait jamais rendue routinière. D'abord, la géographie, dite sans l'adoucir. L'aéroport se trouve à 2860 mètres d'altitude, taillé dans le flanc d'une montagne himalayenne, sur une langue de terrain plat si étroite qu'elle est presque entièrement occupée par la piste. La piste mesure 527 mètres de long. À l'extrémité supérieure de la piste, un mur de soutènement en pierre, et derrière lui, la montagne qui continue de s'élever. Le mur ne cède pas. À l'extrémité inférieure de la piste, le sol s'arrête. Une falaise plonge dans les gorges de la Doud Koshi, des centaines de mètres plus bas. Et au pied de la falaise coule la rivière. Entre le mur et les gorges, 527 mètres d'asphalte. En remise de gaz, la procédure de sécurité fondamentale de l'aviation commerciale. La porte de sortie qui rend presque toutes les autres approches difficiles, gérables. Est techniquement possible à Lukla. Théoriquement possible. Mais la géométrie de la vallée, les crêtes environnantes, le taux de montée nécessaire pour franchir le relief et la vitesse minimale à cette altitude se combinent pour faire d'une remise de gaz tardive ici une manœuvre extrêmement exigeante, qui doit être engagée bien avant la piste, sinon elle ne peut pas être menée à bien en sécurité. Une fois que l'avion est pleinement engagé sur l'approche finale courte, une fois que l'arrondi a commencé, il n'y a plus de remise de gaz possible. On se pose, on freine, on s'arrête avant le mur ou avant les gorges. Ou bien, on ne s'arrête pas du tout. L'approche est entièrement visuelle. Il n'y a pas de système d'atterrissage aux instruments à Lukla. Aucun signal électronique ne guide l'avion le long d'une pente de descente précise à travers les nuages ou l'obscurité. Les pilotes naviguent dans la vallée de la Doud Koshi en la regardant, en lisant le terrain, en identifiant les repères, en évaluant leur position et leur angle par rapport à la piste à l'aide de leurs yeux et de leur mémoire spatiale de la forme de la vallée. Les minima météo pour opérer à Lukla sont des minima visuels. Un plafond et une visibilité précis en dessous desquels l'aéroport ne peut pas recevoir d'avion. Quand les nuages descendent sous ce seuil, l'aéroport ferme. Il n'y a pas de solution de secours aux instruments. La vallée se montre ou elle ne se montre pas. Cela crée autour des opérations de Lukla un rythme quotidien
que comprend immédiatement quiconque a déjà attendu un vol là-bas. Les vallées de la région du Khumbu sont les plus dégagées tôt le matin, avant que le réchauffement thermique du relief ne fasse monter les nuages au fil de la journée. En début d'après-midi, beaucoup de jours, les nuages ont envahi les approches de la vallée et voler devient impossible. La fenêtre d'exploitation se réduit à quelques heures le matin, parfois moins. Pilotes et passagers arrivent avant l'aube et regardent les sommets. En 2008, un Twin Otter de Yeti Airlines, en approche de Lukla, a heurté le relief près de la piste et a pris feu. 18 personnes ont perdu la vie. Le trafic à destination de Lukla est important. Cet aéroport est le seul point d'entrée d'une immense industrie du trekking, ainsi que de toute la logistique qui approvisionne les villages et les expéditions de la vallée du Khumbu. La piste étroite supporte un niveau d'activité pour lequel sa conception n'avait jamais été pleinement prévue. Les pilotes népalais, qui volent régulièrement sur cette route, développent une forme de savoir qu'aucun manuel de formation ne peut offrir. Ils savent quelle forme précise de nuage annonce la fermeture imminente de la vallée. Ils savent quel vent et de quelle direction signale une dégradation des conditions. Ils abordent l'approche non pas comme une procédure sur carte, mais comme un paysage physique en 3 dimensions. L'image visuelle exacte à chaque point de virage. L'aspect précis des gorges, vu d'en haut, au moment où la piste apparaît en dessous. Ce savoir est opérationnel. C'est ce qui maintient le taux de réussite à un niveau aussi élevé. Mais le savoir n'est pas l'immunité. Et le mur de pierre à l'extrémité supérieure de la piste de Lukla n'a que faire de l'expérience. Des dizaines de milliers de personnes volent vers Lukla chaque année pour rejoindre le camp de base de l'Everest. Elles s'entraînent pendant des mois. Elles achètent du matériel conçu pour l'altitude extrême. Elles préparent leur corps et leur esprit aux exigences physiques de l'Himalaya. Les minutes les plus dangereuses de tout leur voyage sont peut-être les 12 minutes d'approche vers Lukla. Et presque aucune d'entre elles ne le sait. Deuxième place, l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou. Et il vaut la peine de s'arrêter sur le fait que le Népal a placé 2 aéroports dans ce classement. Ce n'est pas un hasard. C'est un pays entièrement façonné par l'Himalaya, et l'Himalaya ne crée pas des environnements tendres pour l'aviation. Katmandou se trouve dans une vallée à 1338 mètres d'altitude. L'aéroport occupe le centre plat de cette vallée. Dans toutes les directions, à partir de la piste, le terrain s'élève. Au nord et à l'est, l'Himalaya forme un mur. Des sommets à 5000 mètres, 6000 mètres, 8000 mètres, visibles comme une ligne blanche contre le ciel lors des rares journées dégagées qui percent la brume. Au sud et à l'ouest, des crêtes plus basses resserrent chaque couloir de départ et d'arrivée. Il n'existe aucune trajectoire d'entrée ou de sortie de Katmandou qui ne demande de se faufiler entre les montagnes. Le problème de remise de gaz à Katmandou est le défi technique qui définit cet aéroport. Quand une approche tourne mal et que l'équipage doit remettre les gaz, la route d'évasion ne mène pas vers le ciel ouvert. Elle passe entre les reliefs. Les procédures publiées de remise de gaz imposent à l'avion de monter sur un cap précis, à un rythme précis, en suivant une logique d'évitement du terrain qui suppose une exécution parfaite dès l'instant exact où la remise de gaz est engagée. Si elle est déclenchée trop tard, même de quelques secondes, la géométrie change. La marge face au terrain environnant se réduit. Par mauvaise visibilité ou de nuit, les montagnes sont invisibles. Mais elles ne bougent pas. Elles sont exactement là où la carte le dit. Exactement à l'altitude indiquée. Et elles n'acceptent aucune erreur.
Le problème de visibilité à Katmandou complique encore tout. La vallée piège la pollution de l'air, émissions des véhicules, feux de cuisson, poussière des chantiers, rejets industriels. Et les jours de faible vent et de fortes inversions thermiques, cette pollution réduit la visibilité au point de faire disparaître les montagnes environnantes. Pas de l'existence, de la vue. Un avion en finale, dans une épaisse brume de vallée, navigue aux instruments vers une piste enchâssée dans un terrain qu'il ne peut pas voir. Les systèmes d'alerte de proximité du sol, à bord des avions modernes, détectent les montagnes autour et émettent des avertissements. Mais ces systèmes sont une roue de secours, pas un substitut à la conscience de sa position par rapport au sol. Cette combinaison, un relief exigeant dans toutes les directions, des procédures de remise de gaz qui serpentent entre les crêtes, une brume de vallée persistante et un trafic international intense, a produit un bilan d'accidents qui s'étend sur 3 décennies et implique des appareils relevant d'autorités aéronautiques du monde entier. En 2015, un avion cargo de Turkish Airlines a percuté le terrain lors de l'approche de l'aéroport Tribhuvan, dans des conditions de brouillard. En 2018, un bombardier de US Bangla Airlines s'est écrasé à l'approche, tuant 51 des 71 personnes à bord. En 2023, un ATR 72 de Yeti Airlines s'est abîmé peu avant d'atteindre le seuil de piste, faisant 68 morts. Le pire accident aérien au Népal depuis plus de 30 ans. Chaque enquête a produit ses propres conclusions techniques précises. Chaque accident s'est produit dans la même vallée, au même aéroport, dans le même environnement de relief, où les marges entre un atterrissage normal et un drame sont, de façon constante, les plus faibles de tout grand hub international. Tribhuvan International accueille des millions de passagers par an. C'est la principale porte d'entrée du Népal, le premier et le dernier aéroport pour chaque trekker, alpiniste et voyageur qui traverse ce pays. Il assure des liaisons régulières avec des compagnies d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Il est pleinement certifié, doté de personnel professionnel et équipé d'aides à la navigation moderne. Et il est encerclé par l'Himalaya dans toutes les directions, avec des routes de dégagement qui exigent une précision que la plupart des aéroports du monde n'ont jamais à demander. Les sommets autour de Katmandou sont là depuis des millions d'années. Ils précèdent la ville, l'aéroport, les avions et même la notion de procédure d'approche. Ils sont anciens, au-delà de toute échelle humaine du temps, et ils seront encore là après le dernier atterrissage jamais effectué. Chaque équipage qui descend dans la vallée de Katmandou comprend, derrière tout le langage technique des autorisations, des procédures et des instruments, qu'il s'agit d'un environnement qui ne fait aucune concession. Il est magnifique. Il est aussi, pour chaque avion qui y entre, totalement impitoyable. Et tout en haut de cette liste, à la première place, l'aéroport de Paro, au Bhoutan. Celui-ci est différent de tout ce qui l'a précédé. Pas parce que la piste est la plus courte, pas parce que le relief alentour est le plus élevé, pas parce que la météo y est la plus extrême, même si, dans toutes ces catégories, il se classe dangereusement haut. Paro est différent à cause d'un seul chiffre. 8. Il n'y a que 8 pilotes dans le monde certifiés pour atterrir à l'aéroport de Paro. 8. Sur des centaines de milliers de pilotes de ligne, titulaires de licences valides et transportant aujourd'hui des passagers.
Parmi toutes les personnes qui ont suivi une formation complète, accumulé des heures de vol, réussi les examens, obtenu les qualifications, géré des approches difficiles et bâti une carrière dans l'aviation commerciale, 8 seulement ont rempli chaque exigence et reçu l'autorisation d'amener un avion dans cette vallée. Chaque vol commercial à destination du Bhoutan est assuré par l'un de ces 8 pilotes. Quand vous prenez place à bord de l'avion pour Paro, la personne dont les mains contrôlent les 40 prochaines minutes de votre vie appartient à un groupe plus petit que la plupart des services d'un bureau. Pour comprendre pourquoi le nombre est 8, il faut comprendre ce que cette approche implique réellement. L'aéroport de Paro se trouve dans la vallée de Paro, à l'ouest du Bhoutan, à une altitude de 2235 mètres. Il est entouré de montagnes, le Chomolari et les crêtes associées de l'Himalaya bhoutanais, qui s'élèvent à 5000 mètres et au-delà dans presque toutes les directions. Ces sommets forment des murs autour de l'aéroport sur 3 côtés. Il n'existe aucune approche en ligne droite vers Paro. Il n'existe aucun système d'atterrissage aux instruments. Il n'existe aucun plan de descente électronique envoyant le bon angle d'approche au récepteur de l'avion. Toute l'approche, des crêtes montagneuses jusqu'à la piste, se fait à la main et à l'œil, en s'appuyant sur ce que le pilote voit et sur ce qu'il a mémorisé. La trajectoire d'approche serpente à travers les vallées. L'avion descend, vire, redescend, vire encore. Chaque virage est guidé par le pilote qui lit le terrain en dessous. Un méandre précis de rivière, la forme d'une vallée particulière, un monastère à flanc de colline qui apparaît à un point connu de l'approche, une crête qui marque l'endroit où le prochain virage doit commencer. Le pilote fait passer l'avion entre les montagnes en s'appuyant sur des repères visuels qui n'existent que dans le relief et dans sa mémoire. Aucun signal ne confirme que la trajectoire est correcte. Il y a la vallée et il y a la connaissance de ce à quoi cette vallée doit ressembler à chaque étape. Au moment du virage vers l'approche finale, l'un des instants les plus commentés de l'aviation himalayenne, l'avion s'incline vers la piste et le flanc de montagne, juste à l'extérieur du hublot, se rapproche au point que les passagers d'un côté de la cabine peuvent distinguer la forêt sur la pente, arbre par arbre. Ce n'est pas une licence poétique. Les pilotes décrivent la sensation de voir le bout d'aile passer au ras du terrain comme quelque chose que le système visuel refuse activement de considérer comme sûr. Le cerveau déclenche l'alarme. L'entraînement la fait taire. À chaque fois, le pilote fait confiance à sa formation plutôt qu'à son instinct. À chaque fois. Après le virage, l'approche finale est raide et rapide, selon les standards habituels, parce que la géométrie de la vallée impose un taux de descente plus élevé que la normale pour franchir le relief, tout en arrivant encore avec assez d'énergie pour se poser. La gestion de la vitesse est absolue. Trop rapide, et la piste, longue de 1752 mètres, est trop courte pour s'arrêter. Trop lent, et l'avion perd de l'énergie dans l'air raréfié de haute altitude et devient difficile à contrôler dans les dernières secondes. La marge acceptable pour la vitesse et le taux de descente est étroite. Le relief est présent tout du long. Il n'y a aucun moment de l'approche où les montagnes ne sont pas immédiatement autour de l'avion. Druk Air et Bhutan Airlines, les 2 compagnies autorisées à desservir Paro, n'opèrent qu'en journée. Ici, pas de vol de nuit. Les repères visuels qui rendent l'approche possible n'existent pas dans l'obscurité. Aucun système instrumental ne remplace la vue du pilote sur la vallée.
Quand le soleil passe sous la ligne des crêtes, Paro ferme. Les montagnes ferment avec lui. Les 8 pilotes certifiés connaissent cette approche comme un chirurgien spécialiste connaît une procédure précise. Non pas d'après un manuel, mais parce qu'il l'a pratiquée encore et encore, jusqu'à ce que la sensation exacte s'inscrive dans ses mains. Ils ont étudié chaque configuration de météo, de nuages et de vent que la vallée de Paro peut produire. Ils l'ont préparé des milliers de fois. Au fil d'années de travail volontaire, spécialisé, ils ont construit une compréhension spatiale en 3 dimensions de cet environnement montagneux qui n'existe dans aucun document, dans aucun simulateur et nulle part ailleurs que dans leur propre esprit et leur expérience. Et pourtant, chaque approche vers Paro est effectuée avec un niveau de concentration et de précision que la plupart des pilotes du monde ne seront jamais appelés à égaler, pas un seul jour de leur carrière. Le Bhoutan se protège délibérément. Il limite les visiteurs. Il impose des frais d'accès conçus pour maintenir un faible volume de tourisme. Il a fait le choix national de rester, quelque chose que le monde ne peut pas consommer à la légère. L'approche de l'aéroport de Paro correspond à cet esprit avec une précision parfaite. Elle n'est accessible qu'à ceux qui ont gagné ce droit précis. Elle ne peut pas être raccourcie et elle ne peut pas être automatisée. Monteriez-vous dans cet avion? En sachant que vous faites partie d'une centaine de passagers peut-être, descendant entre les sommets himalayens dans un appareil piloté à la main, à travers des vallées de montagnes, par l'un des 8 seuls êtres humains au monde qualifiés pour le faire. En sachant que si la visibilité baisse, vous déviez. Si le temps se dégrade, vous faites demi-tour. Si la vallée se ferme, vous réessayez demain. En sachant tout cela, prendriez-vous quand même ce vol? Laissez votre réponse dans les commentaires, parce qu'honnêtement, la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. L'aéroport de Paro ne traite qu'une infime partie du trafic d'un grand hub. Ce n'est pas un aéroport très fréquenté, d'un point de vue statistique. Mais il incarne, sous sa forme la plus aboutie, l'idée que certains endroits sur Terre sont si extraordinaires et si exigeants que les atteindre tout court relève déjà de la maîtrise. Les montagnes autour de Paro sont là depuis bien avant que quiconque leur donne un nom. Elles seront encore là après le dernier atterrissage. Elles ne s'ouvrent pas pour la plupart des pilotes. Elles s'ouvrent pour 8.